Salut tout le monde, c'est B-Boy Lilou. Donc certains me considèrent comme le boss du hip-hop. Peut-être qu'ils n'ont pas tort en même temps. Pour Super Demain, je vais vous raconter mon histoire, ma carrière et comment celle-ci a évolué grâce à Internet et tout ce qui est médias vidéo. C'est parti. La philo. Bienvenue à la Part-Dieu, au milieu des vinyles. T'es né en 84, c'est ça. On va pas commencer en 84, on va commencer juste quelques années plus tard. Julien, est-ce que tu peux lui tendre l'iPad? Accessoiriste. Je t'ai mis deux images, alors il y en a une que tu connais, Yes. que tu as publiée il y a quelques années sur les réseaux, que tu as même remis en scène à côté. On est en 89, donc si mes calculs sont bons, j'ai 5 ans. Je suis né en 84, en pleine époque de la funk. J'ai grandi à Vaux-en-Velin, donc voilà, quartier Coin-sous-la-Combe. J'ai commencé vraiment la danse très jeune, à l'âge de 6-7 ans, à l'époque du bac à sable. J'étais en CP, j'essayais de faire un tour coupole, la vague, mais il n'y avait rien de sérieux. Ensuite, à l'âge de 10 ans, je me suis mis au kung-fu sérieusement, en ayant des cours assidus, je veux dire chaque semaine, 2 fois par semaine, 2 à 3 fois. En parallèle, j'ai commencé le break. Donc c'est vraiment à l'âge de 12 ans vraiment que j'ai repris le break et j'ai commencé à m'entraîner régulièrement, en apprenant des mouvements, en étant concentré. Donc voilà, c'était surtout ça. Et moi, c'est vrai que j'étais beaucoup, je suis un dynamique, je suis un surexcité et j'aimais bien aller faire tous les sports. J'aimais pas rouiller, être posé en bas du quartier à ne rien faire. Voilà. Et là, la photo d'à côté, c'est un film Jackie Chan, Combat de maître, et que j'ai super kiffé. Jackie Chan, c'était une grosse inspiration parce qu'il mélange arts martiaux, humour, technique. Ça me ressemble un peu aussi sur scène. Est-ce que vous pouvez lui tendre avec la deuxième? Je te laisse la lancer. I'm Storm from Battle Squad. I'm coming from Germany, from Berlin. Donc là, c'est une vidéo de Storm. Grosse référence, c'est ma première cassette VHS que j'ai eue à la maison. C'était Storm. Quand j'ai repris le break sérieusement, on va dire 97, quand j'ai repris les entraînements de break, que j'ai rencontré quelqu'un qui voulait m'apprendre la coupole, tout ça et tout, il m'a dit j'ai une cassette vidéo, si tu veux, elle va bien t'aider. Donc il m'a fait une copie de cette VHS et c'était B-Boy Storm. Donc voilà, c'est une légende européenne et mondiale, il vient d'Allemagne. Et moi, quand j'ai découvert ce type-là, c'était le meilleur au monde, il savait tout faire. Et la cassette, je la regardais en boucle. Et on parle bien des époques VHS avec les grosses bandes où quand tu remettais la cassette en arrière, et après tu avais des traits, la bande était un peu endommagée. Mais ouais, Storm, grosse gâchette européenne et gros respect à lui, encore aujourd'hui. C'est vrai que la plupart des cassettes, on va dire de break ou de groupes connus venaient des États-Unis. Donc ça traversait l'Atlantique, c'est ça? Et ça arrivait à Paris. Donc voilà, donc nous à Lyon, les provinciaux, on n'avait pas tout le temps, on n'était pas à la pointe de l'information. Et je tiens aussi à dire par rapport aux PAL et SECAM, donc par rapport à comment sont codées les cassettes vidéo. Sur nos magnétoscopes, les cassettes qui venaient des États-Unis ou qui venaient d'ailleurs, elles étaient en accéléré. Donc nous, on pensait que les mecs, ils étaient super forts parce que le mec faisait des coupoles tourner sur la tête, mais à une vitesse hallucinante. Et nous, on se disait, mais on est pété à comparer d'eux en fait. Mais c'est vrai que c'est plus tard qu'on a compris qu'il y avait ce délire de PAL SECAM. Mais en tout cas, nous, ça nous a motivés parce qu'on voyait des mecs super forts et on voulait être encore plus forts qu'eux.
Les années 2000, c'est vrai que le fief des b-boys lyonnais, c'était l'Opéra. Parce que chaque ville ont leur fief où les gens s'entraînent. Paris, il y avait Châtelet, donc lieu mythique. Et nous, l'Opéra, qui est devenu maintenant un lieu mythique international. Et c'était le point de rendez-vous de tous les danseurs lyonnais. C'est là-bas qu'on s'est entraîné, rencontré. C'est là-bas aussi qu'on a créé les Pokémon Crew à l'époque, qu'on a créé en 99. Donc voilà, c'est vraiment l'Opéra. Et même une personne qui viendrait me dire j'ai envie de commencer le break, où c'est que je peux aller, et ben apprends les bases. Après, si tu veux vraiment avoir la meilleure des écoles, c'est l'école de l'Opéra sur le parvis. Voilà. À l'époque, il n'y avait ni WhatsApp, ni téléphone portable, rien du tout. C'était rendez-vous à l'Opéra. Et c'est clair qu'on se disait, ben, on s'entraîne demain après-midi à l'Opéra. Il n'y avait pas vraiment d'horaire parce qu'on s'entraînait pratiquement toute la journée. C'était la même chose pour les battles aussi. Nos premiers battles, là je parle vraiment de l'époque 99-2000. S'il y avait un battle à Marseille, ben, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas les affiches. On nous disait il y a un battle tel samedi à Marseille. Nous on déboulait à Marseille, on cherchait, on demandait aux gens, il n'y avait pas les plans sur le téléphone, tu cherches. Les gars, c'est où le café Julien? On demandait aux gens, c'est où le café Julien, va plus là-bas. Et on allait au battle. On gagnait ou on perdait. Après, il fallait reprendre le train parce que là, on parle d'organisation. Tu ne sais pas à quelle heure le battle va se terminer. Il faut repartir à la gare. Des fois, il n'y avait plus de train, donc on dormait à la gare, on repart. Enfin, les organisations à l'époque, c'était comme ça, quoi. C'était pas millimétré, c'était un peu freestyle. Mais c'est ce qui nous a forgé, on va dire. Moi, je suis issu d'une famille algérienne, donc qui ont immigré d'Algérie en France. Pour eux, la danse, c'était pas un métier. Voilà, donc c'est normal aussi pour eux. Ils connaissent pas, ils savent pas. Donc c'était plutôt va à l'école, ramène des diplômes. J'étais beaucoup sportif, donc ils aimaient bien ça. Mais ils aimaient pas trop que je me mette sur la danse hip-hop. Ils voulaient plus que je me mette sur le kung-fu, les arts martiaux. Après, je leur ai pas tout le temps dit quand je partais dans les autres villes. Donc des fois, je partais à Grenoble, à Marseille. Je leur disais pas, je disais je vais dormir chez mon pote à Vénissieux. En fait, j'étais 300 km plus loin. Mais bon, ça, ils l'ont appris plus tard. Et voilà, parce que c'est pas tout le temps bien vu d'un... J'avais un petit charisme, je suis petit. À l'âge de 16 ans, tu avais l'impression que j'en avais 12. Je dis à mes parents, bah, salut, ciao, je vais à Marseille, je reviens dans 2 jours. Ça ne serait pas passé. Donc c'était plutôt, on a un entraînement, je dors chez mon pote ce soir à Vénissieux, je rentre demain. Voilà, quoi. Les Pokémon, à la base, quand on a donné le nom, c'était pas vraiment un groupe. C'était tous les danseurs de Lyon, c'est les Pokémon, parce qu'on se retrouvait à l'Opéra. On était beaucoup. Et c'était le même système que les Pokémon, c'est-à-dire on disait qu'on évoluait. Donc c'est de Pikachu à je sais plus quoi, Raichu. Donc nous, c'était un peu pareil. Quand on progressait, on évoluait. On était tous avec des têtes et des dégaines différentes. Donc comme pour les Pokémon qui veut dire Pocket Monster, les monstres de poche, et nous on était des petits monstres. Et le slogan c'était attrapez-les tous. Donc nous c'était pareil, on arrivait en battle, et ben attrapez-les tous, quoi. Et ensuite on a vraiment, quand on est parti au championnat du monde, on a resserré le groupe en essayant de professionnaliser tout ça. Parce que ça devenait n'importe quoi, on était 50 dans les Pokémon, donc on a vraiment... Et le groupe s'est créé entre Vaux-en-Velin, Vénissieux et l'Opéra. Donc voilà, donc les co-fondateurs de la première génération du Pokémon Crew sont Yann Abidji, Salim, Georges Fogbaoun et moi-même. Voilà. Et le groupe a été créé exactement dans une salle annexe de Vaux-en-Velin. Et 2003, l'année de la consécration pour nous, hein. Donc on va en Allemagne et on remporte le Battle of the Year. Donc à l'époque, le Battle of the Year, même toujours, hein, c'est la référence en termes de battle groupe, équivalent championnat du monde. Personnellement, de ma génération, on a tous évolué avec la VHS du Battle of the Year. Et mon rêve, c'était d'un jour aller sur cette scène du Battle of the Year. C'était même pas la gagner. Quand j'étais petit, je pensais même pas qu'un jour j'allais finir dans un groupe et aller représenter mon groupe et ma ville sur cette scène. From France, the man with the ultimate moves, Lilu. Touch fist. Let's get ready to rumble.
Tu la connais par cœur, cette vidéo? Combien de fois tu l'as vue? Je l'ai vu beaucoup de fois cette vidéo et c'est devenu un classique, hein. Cette finale est devenue un classique du break. Voilà. Le Red Bull BC One, c'est la compétition de break la plus prestigieuse, voilà, l'équivalent du championnat du monde en 1 contre 1. C'est un top 16, il y a vraiment la crème de la crème. Et 2005, ma première participation, je l'emporte, j'avais 21 ans, j'étais le petit challenger, j'étais pas du tout dans les favoris. Tout le monde parlait des Américains et des Coréens. Et c'est vrai que cette vidéo-là, elle a tourné de ouf. Pour moi, je ne m'y attendais pas. On avait l'habitude de l'Internet classique à cette époque-là. Et on arrive à 2005 avec une nouvelle plateforme qui s'appelle YouTube où les gens peuvent upload leurs vidéos et tout ça. Et cette vidéo de break a vraiment marché du feu de Dieu, comme on dit. Et je me suis retrouvé propulsé, je veux dire, en avant. Mais moi, je n'avais pas ces retours-là de ma médiatisation à l'international. YouTube, c'était de partout. Tu vas jusqu'en Nouvelle-Zélande, les gens regardent YouTube et regardaient ma vidéo. Moi, je ne le savais pas. Et c'est quelques années après que j'ai compris ça, quoi. L'Internet classique de l'époque, c'était, pour ma génération, enfin de mon âge, hein, c'était, on utilisait les premiers réseaux sociaux, les Skyblog, les MySpace, je crois encore de cette époque-là, là, 2005, je crois qu'il y avait encore MySpace. Voilà quoi, mais il n'y avait pas genre les tels que YouTube où les gens pouvaient poster leurs vidéos, que tu n'as pas besoin de s'inscrire sur ce site pour regarder les vidéos et que tu peux tout regarder dans toutes les catégories, quoi. MySpace publiait des photos de danse, de mes voyages avec l'équipe. C'était surtout MySpace à l'époque. Moi, je voyais ça pour des artistes chanteurs. Moi, je suis un artiste danseur, donc je me suis mis à publier des trucs comme ça avec mes potes, mes tournées. C'était les premières vitrines, on va dire. Et c'était c'était la plateforme un peu pro de l'époque. Voilà. Mais sur Skyblog, c'était plus ado, les conneries, les bêtises et beaucoup de barres de rire. En termes de mouvement, à partir de 2005, on va dire, ça a vraiment évolué parce que les gens pouvaient voir ce qui se passait aux États-Unis, en Corée, en temps réel. Une vidéo qui était filmée hier, elle est postée le lendemain. Avant, pour regarder une vidéo, comme je disais, c'était les VHS. Tu la remettais plusieurs fois, la VHS, elle était morte. Là, c'était juste, tu bouges ta souris, tu as la vidéo en illimité, en HD et tu apprends plus vite. Il y a les tutos qui ont commencé à sortir, tout ça. Et aussi les caméras avec de plus en plus de slow-mo. Donc tu vois bien le mouvement. Tu peux le remettre 10 fois si tu n'as pas compris le mouvement pour bien comprendre où est-ce qu'il a placé sa jambe gauche, son bras droit, il l'a placé où. Alors que quand c'est en avance rapide, tu fais comme ça, quoi. Nous, à l'époque, c'est vrai que quand on se déplaçait en battle, c'était pour aller montrer nos mouvements. Et on voyait le mec, ah bordel, t'as vu le Parisien, le move qu'il a fait, c'est un truc de ouf, j'ai rien compris à ce qu'il a fait. On allait à la salle, on essayait de faire un truc, mais on n'avait pas le mouvement. La nouvelle génération, ils ont grandi avec Internet, ils ont tout ce qui est en live, ils ont tous les battles, ils ont les tutos. Et c'est cool parce qu'ils ont l'information directe. Et c'est pour ça que même les plus jeunes, là, aujourd'hui, on a le niveau des enfants est de plus en plus ouf. Parce que un enfant, il apprend plus vite que tout le monde. Il prend les infos. Et là, il a tout devant lui en 4K. Donc voilà. C'est vrai que j'ai mon personnage dans un jeu vidéo, voilà, qui s'appelle B-Boy, sorti sur PSP et PlayStation 2. Moi qui ai grandi aussi génération jeux vidéo, d'avoir son personnage sur un jeu vidéo de break qui porte mon nom, mes habits, mes moves, c'est un kiff. Et d'avoir eu cette expérience de motion design, avoir mis les boules, tout ça et tout pendant 4 jours, partir à Londres, avoir cette expérience de comment se fait un jeu vidéo avec toute cette technologie aussi derrière, et c'est kiffant. Moi, je viens du break, j'ai grandi à Vanvelin, je danse à l'opéra, je me retrouve à Londres en train de faire un jeu vidéo avec je sais pas combien de caméras autour, c'est que du kiff. Et après, tu arrives avec ta petite, tu le mets dans ton armoire, là, il y a la jaquette du jeu vidéo. 2009, la compétition Red Bull BC One se passe à New York. Je suis invité encore une fois. Cette fois-ci, je représentais l'Algérie parce que j'ai remporté une fois le titre pour la France. Donc j'ai la double nationalité. Je voulais le faire avec ma deuxième nationalité et dire à mes parents que voilà, votre fils a gagné autant pour la France que pour l'Algérie. Ça se passe à New York.
la Mecque du hip-hop, comme ils disent. Donc j'arrive là-bas avec un t-shirt I'm Muslim, don't panic. Voilà, pour faire référence à ce qui s'est passé en 2001 à New York. Les médias aussi à cette époque-là, en France et en Europe, ça me rendait ouf avec toute cette islamophobie et tout ça. Bah, c'était pour montrer que je suis sur scène. I'm Muslim, don't panic, donc t-shirt dédicace à Medine qui a sorti cette grosse punchline et cette collection de t-shirts. Donc c'était, on va dire, osé. Voilà, je ne savais pas comment ça allait être accueilli là-bas. Mais comme je dis, je représente moi-même et les rappeurs font passer des messages au micro. Moi, je fais passer des messages via mon corps parce que c'est mon outil de travail. Et si je peux faire passer des trucs, juste avant, 2 ans avant, j'avais fait un truc en Afrique. J'étais arrivé avec un t-shirt Africa is the future. Là, 2009, je suis arrivé avec I'm Muslim, don't panic à New York. Donc ouais, j'ai commencé à faire un peu de stratégie, voilà. Et tout en restant moi-même, c'est-à-dire pousser des coups de gueule, faire des états des lieux et dire ce que je pense et prendre des positions. Comme j'ai dit, à l'époque, j'étais jeune, j'étais le challenger. Je n'avais pas toutes les caméras sur moi. Je suis passé de challenger à champion, de champion à exemple pour la jeunesse. Voilà. Et là, j'ai vu que j'avais une communauté qui me suivait, qu'il y avait beaucoup de gens qui me soutenaient. Et je ne parle pas de la France, je parle vraiment de l'international. Et d'autant plus, j'avais toute cette communauté, entre guillemets, musulmane qui voyait en moi un référent, un porte-parole, d'avoir une personne de leur communauté dans les plus hauts rangs du breakdance, on va dire. Bah pour eux, c'est l'un des nôtres, quoi. Donc j'avais entre guillemets sur les épaules cette position et voilà, et que j'en jouais et que j'étais super fier de mes origines. Et je suis toujours monté sur scène, bah, soit avec une écharpe palestinienne, ou enfin montrant d'où je viens et quelles sont mes racines. Et quand tu mûris et que tu prends un peu d'âge, tu te dis ok, on peut peut-être faire un petit coup de cette manière-là pour montrer qui je suis et qu'est-ce que je fais. À l'époque des réseaux sociaux, il n'y en avait pas 6000, moi j'en avais déjà 2-3 sur 2-3 plateformes. Là, il y a une plateforme qui arrive qui s'appelle Facebook. Mes potes, vas-y Lilou, mets-toi sur Facebook, mais tu fais quoi? Bah vas-y, j'ai revu cette meuf, regarde la photo d'elle, tout ça. Donc j'étais pas trop chaud, je disais ça sert à rien. Jusqu'au jour où il y a un gars de mon quartier qui m'a croisé en voiture qui m'a dit yo, je t'envoie des messages, tu me réponds jamais. Et je lui ai dit mais j'ai pas de Facebook. Il m'a dit si. Donc il m'a montré la page, j'ai vu qu'il y avait une page qui s'appelait B-Boy Lilou, que le mec, c'était sa vitrine, comme si c'était moi. Donc du coup là, j'ai contacté Facebook et tout ça. Et cette personne-là avait déjà, je crois, plus de 100 000 abonnés, un truc comme ça, quoi. Et du coup, j'ai récupéré la page et c'est là que j'ai compris que ça peut être une vitrine, que sûrement des mecs m'ont contacté pour du boulot ou autre via ce réseau social et en fait, je l'ai pris comme une vitrine. Et après, c'est comme dans tout, en fait, hein. Tu prends un réseau social, tout dépend ce que tu vas mettre dessus, tout dépend ce que tu vas publier, ce que tu veux montrer aux gens, quoi. Moi qui ai commencé danseur, qui ai fait du break pur et dur, compétition, je parle même pas de spectacle, de contemporain, tout ça, je parle de break pur et dur, se retrouver à faire un jeu vidéo, avoir cette expérience-là, d'aller aux États-Unis, de chorégraphier Madonna, de danser au Super Bowl, enfin, tous ces trucs-là qui sont pour moi rien à voir avec la danse, enfin rien à voir avec le battle, mais c'est juste une évolution et aller chercher d'autres horizons et pas se contenter que d'une seule ligne et d'une seule voie. Des spectacles, des tournées comme j'ai fait avec celle de Madonna, c'est kiffant, c'est en expérience, c'est un truc de ouf, mais c'est pas forcément quelque chose que je referais. C'est aussi tout prendre ces expériences-là c'est pas l'endroit où je me sens le mieux, c'est pas entre guillemets où Lilou il kiffe au max. Voilà. C'est pour ça qu'après j'ai construit d'autres choses, j'ai monté ma propre asso pour faire des choses que je kiffe vraiment, parce que c'est bien beau d'être avec des belles personnes, avec une star, d'avoir un bon salaire à la fin du mois. Si en vrai tu te dis je vais encore monter sur scène avec le même costume, le même spectacle, ça fait 10 mois que je fais ça, c'est bon, quoi. En 2014, je fais ma dernière grosse compétition en 1 contre 1, qui est l'Undisputed,
que j'ai remporté. Ma femme était enceinte à ce moment-là, donc mon objectif et mon plan, c'était de remporter mon dernier gros titre mondial, d'avoir mon premier enfant et de dire, bah, ok, ben, quand t'es né, en fait, j'étais champion du monde et de me concentrer sur construire autre chose. Ça y est, j'ai fait beaucoup d'années de compétition, je les ai toutes faites, des plus grosses aux plus petites. Et là, je me dis, j'aimerais bien construire quelque chose pour moi, quelque chose qui me kiffe, que je kiffe. Et de toutes mes expériences passées, ben, qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je ne veux pas faire surtout. Donc c'est pour ça que j'ai monté cet asso qui s'appelle Street Off, qui fait autant du caritatif, qui soutient des jeunes, qui organise des événements culturels et qui n'est pas seulement que dans le break, qui passe du street art au graffiti, du stand-up, à la danse, à la vidéo, au consulting. Donc voilà, c'est vraiment des choses que je kiffe et évoluer dedans. C'est vrai que moi j'ai beaucoup voyagé et même à l'époque avec mon groupe quand j'étais plus jeune, j'étais celui qui avait une caméra parce que mon père avait une caméra, donc on avait les petites cassettes, les DV, mini DV, tout ça. Et c'est vrai que je prenais beaucoup d'images de nos voyages, de nos battles. Après, je me suis un peu calmé parce que ça me saoulait de toujours ramener une caméra avec moi en plus de mes affaires. Quand on bougeait, on louait des scouts ou on allait visiter quelque chose, j'en avais marre d'avoir un sac à dos, une caméra. Donc j'ai arrêté de prendre des images. Et c'est vraiment un petit peu plus tard, quand j'ai recommencé à bouger tout seul, où j'avais un peu plus de temps sur les pays, que je me suis dit, putain, je suis dans un bled de ouf, faudrait que je prenne des images. C'est des souvenirs pour moi, pour plus tard. On ne sait jamais ce que j'en ferai. J'ai commencé à refaire une ou deux vidéos que les gens ont kiffé, on va dire, ce que je proposais, ma manière de mettre en image. Et du coup, je me suis dit, ben, lance-toi, tu as la chance de voyager, d'avoir des yeux et de voir plein de choses que les gens ne voient pas. Ben, prends une caméra et filme. Après, moi, j'ai pas fait de formation, tout ce qui est ISO, réglage de la lumière, la vitesse. Je suis vraiment une bille sur ça. Moi, ce que je voulais, c'était un truc minimaliste. Tu appuies sur Rec, tu règles ton focus, ta light, pas plus que ça. Il faut savoir que quand j'ai commencé à sortir ma première série de vidéos, je l'ai appelée Street Off. Parce qu'en fait, c'était en Afrique du Sud, pour la petite anecdote. Et je voulais l'appeler Street of Soweto, mais off sans deux F, genre la rue de Soweto. Et après, j'ai essayé de trouver un jeu de mots avec le on-off. Et du coup, bah, c'est resté Street Off, Street Off. Et quand j'ai monté l'assaut, c'était le même blaze. Et à la base, c'était de la vidéo. Vraiment en montrant moi à travers le monde, comme je dis, à travers les différents casse-pipes. Parce que je me suis rendu compte qu'en voyageant, je rencontrais des talents de ouf dans pratiquement chaque bled où j'allais. Mais sauf que ces personnes-là n'ont pas forcément la visibilité qu'ils pourraient avoir. Ils n'ont pas forcément les outils que nous, on a en Europe. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ces vidéos-là en mettant en avant des gars, utiliser, on va dire, ma lumière pour la mettre sur d'autres personnes. On est venu me chercher par rapport à une vidéo qui avait bien buzzé, celle de l'Afrique du Sud, c'est Canon justement. Canon qui sortait une nouvelle caméra entre guillemets pour les youtubeurs, ceux qui font des contenus pour eux, où tu peux te filmer en selfie avec un écran que tu pouvais retourner et tout ça. C'était la Canon Mini Legria, je crois. Et qui m'ont contacté, qui m'ont dit on veut t'offrir cette caméra. Donc moi j'ai enchaîné, moi je vais vous proposer un projet, donc je voyage dans le monde entier avec et je filmerai qu'avec vos trucs. Donc j'ai eu un petit financement qui m'a payé des voyages et mes hôtels. Donc l'équipe c'était vraiment moi parce que le projet c'était voilà, Lilou, sac à dos, une caméra, je pars à l'aventure et je reviendrai avec des images, on en fera une vidéo. Voilà. Rien n'était programmé, c'est ça aussi le concept de Street Off au début, c'était je vais dans un bled, je contacte des gens ou pas et j'en tirerai une vidéo. C'est comme pour la Thaïlande, je suis jamais allé en Thaïlande. La première fois où je suis allé, je suis resté une semaine à Bangkok, j'ai mis un message sur Facebook, réseaux sociaux, avec j'ai marqué B-Boy Thaïlande. J'ai vu une page B-Boy Thaïlande Community, j'ai mis un message, salut c'est Lilou, j'arrive de telle date à telle date, mettez-moi un message privé. J'ai eu des contacts, je suis parti là-bas, je suis revenu, j'ai fait mes images. Voilà. Quand j'arrive dans un bled et que je me mélange aux danseurs, je me mets dans leur là où ils vont manger, j'irai manger avec eux.
leurs horaires de performance, d'entraînement, bah, je parlais de Thaïlande, les gars, ils dansent de minuit à 6 h du matin. C'est pas nos horaires à nous. Pourquoi ils font ça? Parce qu'eux vont faire des street shows devant les bars de prostitution, là où il y a tous les touristes, parce que c'est les touristes qui ont de l'argent. Et ils y vont la nuit. Donc eux, ils font leur street show de minuit à 6 h du matin. Donc moi, j'étais dans leur... voilà, la journée, ils dorment, ils s'entraînent, ils sont en famille. Donc, mais street off, vraiment, il n'y avait pas de... C'est freestyle. Ça me faisait penser, comme tu dis, à mon mode de vie de l'époque. Et c'est pour ça que je dis street off, c'est vraiment quelque chose que je veux faire avec le cœur et que je le fais dans comme j'ai envie. Les tournages se font vraiment en mode freestyle, c'est-à-dire je pars dans un bled, je prends les images qu'il y a à prendre. Si on va manger dans un resto local, eh ben, je vais prendre 2-3 images comme ça en freestyle. Si on doit aller faire un street show, pareil, mais tout ce qui est fait, c'est fait entre guillemets sans autorisation. Et je me suis retrouvé dans des bleds aussi où l'Institut français ou autre qui m'avait invité me disait ben, non, on va pas filmer là-bas, c'est dangereux, si ça, en plus tu es blanc. Je leur disais ouais, mais moi avec expérience, si je pars avec les danseurs locaux, et ce que je leur dis, je lui dis on va dans ton quartier en fait. On peut aller dans ton quartier, tu connais tout le monde là-bas, c'est bon, tu es respecté, ça va être cool si je filme. Ouais, c'est bon, t'inquiète, t'es avec moi, ben, allez, on y va. J'ai pas besoin de dire à l'Institut ou à l'autre. Et je revenais, voilà, tiens tes images, vous vouliez pas que j'y aille, et ben j'y suis allé. Et les images étaient ouf, et voilà, et je sortais mon drone, mais après pareil. Il m'est arrivé aussi des galères, je me suis déjà fait voler mon appareil photo, un objectif en Afrique du Sud, contrôle de police, si ça, ils ont failli m'enlever mon drone. Arrivé, j'étais pareil au Liban, j'ai levé mon drone 2 minutes, au bout de 2 minutes, il y a eu 4 darons qui sont venus, l'autre d'un bar, l'autre d'ici, descends ton truc, ils pensaient que c'était Israël, ou ça allait dans tous les sens, et je me suis retrouvé dans des situations des fois où, voilà. Par expérience, maintenant, je sais comment il faut se comporter. Si le drone, je dois le monter et que je sais aussi mon rendu vidéo, en fait. Il y a aussi ça. Par expérience, j'ai beaucoup taffé avec Red Bull. Donc, par exemple, si je veux une vidéo d'1 minute, je pense directement à l'intro, 5 secondes, à l'outro, à qu'est-ce que je veux mettre dans la vidéo. Donc, en termes de plan, je sais ce que je veux. Si je lève le drone, il n'y aura pas 45 secondes de drone. On sait que c'est des images d'insert, donc je vais juste voir c'est où, qu'est-ce que je veux. Je lève mon drone, je prends les images que je veux, je le redescends. Qu'il y avait un drone, non, c'était pas moi. Voilà, Mavic Pro, sac à dos, il n'y avait rien. Ensuite, arrive à la maison, il y a toutes ces heures et ces nuits de montage. Pareil, j'ai appris tout seul avec un logiciel craqué sur Internet. Big up Final Cut. J'essaie vraiment de donner ma vision, parce que quand tu filmes, tu donnes les rushs à quelqu'un qui n'était pas avec toi dans ce pays, qui ne connaît pas le feeling, qui n'a pas ressenti le truc, il va peut-être donner un montage avec une autre vision que toi tu avais. Pareil pour son choix de musique et tout ça. Donc c'est vrai que sur les montages de street off à travers le monde, c'est moi qui veux faire les montages parce que ça me plaît et je veux que ça a la gueule que je veux. Et après, si c'est faire un rendu d'événement, ou de tourner une vidéo sur Lyon par rapport à d'un groupe ou quoi. Là, j'ai des collègues qui bossent avec moi, qui peuvent se charger de filmer, de monter. Mais pour les choses vraiment qui me parlent, qui me touchent à cœur, à l'étranger et tout ça, je préfère vraiment, moi, aller sur le montage. Après, pareil, je pense toujours aussi, quand je fais le montage et que je regarde la vidéo, je me mets dans la peau de la personne qui va voir la vidéo pour la première fois. Et ça, je le fais même plusieurs fois dans la soirée, le montage est fait, je remets clic et je dis, bon, je ne l'ai jamais vu, qu'est-ce que ça donne? Et je prends les retours de moi-même et je la retaffe. Voilà. Mais, et aussi, je pense aussi sur quel réseau. Est-ce que c'est une vidéo pour YouTube? Est-ce que c'est une vidéo pour Instagram? Quel format? Et par expérience aussi, je prends d'autres codes et d'autres... je sais que les 6 premières images de la vidéo, elles doivent être patates pour donner envie à l'auditeur de rester devant la vidéo et de la regarder. Si tu mets une intro trop longue, génération, on déroule avec le pouce... personne ne regardera la vidéo. Donc c'est vrai que les premières images, il faut qu'elles soient patates. Et comme ça, la personne, elle reste scotchée sur... c'est des codes que j'apprends petit à petit. Le Welcome to, il est venu de ma première photo sur Instagram
où j'avais mis la photo d'un compteur de voiture qui était à 200 km/h, parce que tout le monde était sur Insta, pas moi encore. Et donc j'avais marqué Welcome to Instagram, genre j'arrive en furie, j'arrive à fond. Et après la deuxième, j'ai mis Welcome to, et j'ai vu qu'en fait les gens ils ont déliré. Pourquoi Welcome to? Pourquoi Welcome to? Et maintenant ça fait, je sais pas, plus de 1000 photos que j'ai postées, c'est toujours le Welcome to. Et comme je dis, chaque artiste entre guillemets a sa signature, sa gimmick. Moi c'est ma lunette quand je danse. Sur Instagram, c'est le Welcome to, qui a été repris dans plein de trucs. Des gens maintenant qui m'envoient ah welcome tout ça, tu vois. Et j'en joue aussi. Et même sur la manière de poster sur Instagram, j'essaye d'être aussi réfléchi, c'est-à-dire je ne vais pas mettre que ma tête en photo, je ne vais pas faire le mec narcissique qui met que moi. Faut que je mette de la danse. Des fois je mets ma famille. Après je mets du voyage. Quand je vois qu'il y a trop ma gueule sur le fil d'actualité, ben, je me dis il faut que je mette une autre photo pour tu vois, dès qu'il y a un peu de moins de flux sur mon Insta, je remets une vidéo de danse, au moins c'est sûr que l'algorithme va repartir. C'est un peu réfléchi aussi. Et je mets pas n'importe quoi aussi. Et toutes les demandes qu'on me dit, tu peux poster ça, tu peux promouvoir mon album, ma marque, ma mère, mon père. Mon Instagram, c'est pas le musée de la Terre entière aussi, c'est ma vitrine. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'on publie et de quelle manière on le fait. J'ai remporté le doublé de Red Bull BC One en 2009. Donc voilà, j'étais contrat l'année d'après, là ça fait 10 ans. Et voilà, ce que j'aime bien avec Red Bull, c'est qu'ils me prennent tel que je suis. C'est-à-dire, ils n'essayent pas de me mettre dans un moule ou de me cadrer. C'est non, justement, on signe parce que tu es toi-même. Et c'est ce qu'on veut. Et ils m'aident beaucoup aussi sur mes projets perso. Donc si je dois aller, par exemple, je leur dis je vais aller là-bas, en tel pays d'Afrique, ils n'ont pas forcément les sous qu'il faut pour m'inviter et tout ça. Je vais essayer de voir avec eux, est-ce que je peux pas trouver un financement qui me prenne mon billet d'avion, qui me prenne mon hôtel. Et ils voient aussi l'aura que j'ai moi auprès de la jeunesse et l'exemple que j'ai aussi un petit peu. Donc on va dire j'étais compétiteur sur mes premières années de contrat. Et sur mes 3 dernières années de contrat, là je suis plus en termes d'icône. Donc voilà, j'ai un contrat d'icône et je suis plus parce que je suis moins dans la compétition, j'ai 36 ans et moi aussi j'ai pris cette position-là en leur disant je serai plus dans les compètes comme avant. Voilà, donc mais par contre moi et là où je veux aller, c'est partager, donner mon savoir et faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Voilà. C'est un contrat d'athlète, on va dire, donc de représenter la marque, d'avoir la marque apparente lorsqu'on va faire une compétition ou autre. Après, lorsque moi je leur parle de projets perso que je dois aller là-bas, il n'y a pas vraiment de signature, il n'y a pas de négociation en amont. Ils me font confiance, ça fait des années qu'ils me soutiennent et comme je leur dis, je leur permets d'être visibles sur des lieux et des pays où ils ne sont pas visibles. Et de moi de me retrouver dans un casse-pipe monumental au fin fond du Pérou, de porter une casquette et de sortir des images, voilà, d'avoir un athlète Red Bull qui se retrouve en plein milieu du ghetto péruvien, pour eux c'est une plus-value aussi. Pour moi, c'en est une aussi. Mais il n'y a pas de négociation en amont, faudra que tu fasses ça, que tu fasses ça. Non, ils me font confiance et c'est comme ça que ça marche et c'est pour ça que ça fait 10 ans aussi déjà. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vois? Donc, qu'est-ce que je vois? Sur la gauche, je vois Ladjili qui tient sa caméra comme ça. J'étais fan de cette photo à l'époque. Voilà, je connaissais Ladjili, Courtrajmé. Et cette photo, elle est lourde de sens. On aurait dit, il tient un calibre, il est au fin fond d'une favela. Et à côté de ça, il y a mon pote d'enfance, Georges, point levé avec sa caméra. Et un gros sourire aux lèvres. Et ça, cette photo a été prise lors de l'événement Les Héros des Hostos. Héros des Hostos, c'est un événement caritatif mené par une équipe de jeunes motivés, voilà, qui s'appelle Street Off. Et c'est sur l'initiative de Georges Fogbaoun, donc mon pote d'enfance qui dansait avec moi, avec les Pokémon et tout ça, et qui malheureusement a perdu son fils lorsqu'il avait 7 ans, paix à son âme. Et ça nous a vraiment tous marqués et on s'est dit, en fait, il faut faire un truc là, parce qu'on ne peut pas être juste là, à voir ça et faire comme si de rien n'était. Donc on a vraiment fait en sorte de mettre des choses en place pour les jeunes, autant à l'hôpital et les familles, pour soutenir les familles qui ont leur enfant atteint
grosses pathologies. Et bah, du coup, on a mis un événement en place qui s'appelle Héros des Hostos. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on le met en place. On a récolté plus de 80 000 € déjà pour les enfants et leurs familles. Et c'est un truc qu'on fait totalement bénévole et qu'on met du cœur à l'ouvrage dedans. Et on arrive à inviter des grosses têtes, des gros artistes, voilà, avec le carnet de contact, qu'on se rejoint tous et on fait une belle fête en apportant du sourire et non pas des larmes pour nous et nos familles. Je veux dire, on communique vraiment quand il y a les événements et quand il y a l'événement qui va arriver à échéance, je veux dire. Après, j'en fais pas tout un pataquès. Regardez ce qu'on fait, parce que là, tes bonnes actions sont annulées direct. Donc voilà, on met du cœur à l'ouvrage. C'est des événements qui sont lourds en préparation, qui demandent une équipe, qui a des hauts, des bas, de dealer entre guillemets avec les rappeurs aussi pour trouver la date. Le rappeur passe avec son manager, le manager qui te fait poireauter. Nous, on a des deadlines, des échéances pour les affiches, pour les trucs. Je connaissais pas. Voilà, j'endosse la casquette d'organisateur maintenant. Et ben c'est un autre milieu. C'est comme pour la vidéo. J'ai jamais été vidéaste, j'ai jamais fait de formation. Mais tu apprends sur le tas à force d'être devant des caméras, de faire des interviews, voir comment ça fonctionne. C'est la même chose. Comment les gens me bookent, comment ils me contactent, les mots qu'ils emploient, c'est la même chose que j'essaie de comprendre et de faire avec dans un autre milieu, par exemple des rappeurs ou des artistes ou un DJ. Voilà. Mais c'est vrai que la danse, on est sous-coté. Si je dois parler par rapport à des gros noms du DJing ou du rap en France, tu leur dis salut, c'est Lilou, c'est le danseur qui. Voilà. Des fois, c'est un peu dénigré, mais c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à faire des gros événements. Merde. Voilà. La Djili, c'est un exemple, on va dire, pour la jeunesse, surtout ceux qui viennent des quartiers. Avec Courtrajmé, toutes les vidéos, on a grandi avec ça. Et de le voir évoluer, maintenant avoir son film primé, tout ça et tout, c'est un exemple à suivre. Moi, je me ressens aussi dans le travail de la Djili, c'est-à-dire de pas retourner sa veste, d'être fidèle à lui-même, d'être professionnel et de dire aux jeunes, en fait, regardez, c'est pas parce qu'on vient de tel coin ou tel coin qu'on peut pas y arriver. Donc là, maintenant, ils en sont à ouvrir leur 3e école. Donc il y a Courtrajmé à Paris, il y a Courtrajmars à Marseille et ils sont en train d'en ouvrir une à Dakar, au Sénégal. Donc c'est un peu dans les mêmes choses que moi ce que je fais, c'est-à-dire faire des choses en place ici pour ma communauté, les jeunes, Lyon, la France et faire des choses en Afrique. On monte dans une nouvelle ère qui est super ouf. Et pareil, là j'ai une fille qui a 5 ans et demi, bientôt 6. Elle a grandi avec les réseaux sociaux. Dès qu'elle était en âge de parler, elle nous voyait moi et sa mère sur le téléphone. Pour elle, c'est normal de choisir son dessin animé à l'heure qu'elle veut. C'est aussi génération tablette. Elle a son petit truc, elle regarde ses petits dessins animés. C'est dans son truc. Et même des fois, moi, quand je la filme, je lui dis vas-y, fais-moi ça, fais-moi une petite blague. Et elle regarde et elle dit abonnez-vous. Ça fait flipper. Mais en même temps, si tu l'éduques à bien l'utiliser, voilà. Faut pas que moi, je suis pas le genre de père, non, pas de tablette, pas de truc, pas d'internet. Non, tu vas grandir avec ça, grandir avec. Papa, il a grandi avec ça, papa, il est devenu connu grâce à ça. Mais on va faire en sorte que tu comprennes. Après, je suis pas du genre du papa à faire, tiens, t'as 4 ans, je vais te faire un compte Facebook, un compte Insta. Non. Si on peut les éduquer dès maintenant à avoir une bonne utilisation, parce qu'avec tout ce qui se passe dessus, voilà. C'est comme dans tout, il y a du bien ou du moins bien. Hein. C'est pareil sur Internet, c'est la même chose. Il faut savoir bien l'utiliser. Bientôt les amis, c'est un plaisir, rendez-vous sur le web, vous avez bien compris, tu cliques, si t'as pas de réseau, tu m'appelles.